Bienvenue dans ces mardis des Bernardins, dédiés à cette question que je vous soumets immédiatement. Sommes-nous des hommes-machines ? Et j'ajouterais, sommes-nous également des femmes-machines ? Sachant que les femmes sont malheureusement plus près des machines que les hommes le plus souvent. Mais ça, c'est un autre sujet. Une question posée non seulement par les auteurs de science-fiction, comme Philippe Cadic, mais une question également posée par les progrès de la technologie et nos usages de cette technologie. Donc, dans ces entretiens, dans ce débat, on questionnera dans deux sens. On questionnera les auteurs de science-fiction qui nous promettent des lendemains qui chantent ou déchantent aux côtés des machines, remplacés par les machines. Et puis on questionnera aussi le quotidien. Et est-il si terrible que cela ? On va le faire avec nos quatre invités. On a la chance d'avoir quatre êtres humains autour de cette table. Je commence par Pascal Pic, paléo-anthropologue au Collège de France, auteur, entre autres, du Retour de Madame de Néandertal, Comment être sapiens, chez Odile Jacob. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ensuite, Milad Douéhi, co-titulaire de la chaire des Bernardins, un habitué de cette maison, titulaire de la chaire d'humanisme numérique à l'université Paris IV, à la Sorbonne, auteur entre autres d'un essai au Seuil intitulé « Pour un humanisme numérique ». Bonsoir Milad. Bonsoir. Et on compte sur vous pour éclairer cette notion d'humanisme numérique. Je crois qu'on aura besoin d'humanisme ce soir. À ma gauche également, Ariel Kirou, co-scénariste du documentaire « Les mondes » de Philippe Cadic. Vous avez publié « L'emploi est mort, vive le travail », directement en lien avec notre sujet, ou une partie de notre sujet. Et aussi un ouvrage sur Google, Google God Big Brother, n'existe pas, il est partout. Enfin, à ma droite, Catherine Dufour, informaticienne, c'est important pour nous ce soir, et écrivaine, auteure de science-fiction. Elle a publié Le goût de l'immortalité, entre autres. Également des livres au titre évocateur, comme L'accroissement mathématique du plaisir. Je vous laisse imaginer à quoi ça peut correspondre, ou pas d'ailleurs. Et je ne résiste pas à citer également, rien que pour le plaisir, ce titre, Blanche-Neige et les lance-missiles. Alors que sommes-nous devenus au temps des machines, de l'invasion des téléphones portables, des smartphones, des promesses de la science, des thérapies géniques et du règne globalisé de l'ordinateur ? Je vais commencer par une question simple. Je vais la poser à Pascal Pic, le paléontologue. Pourquoi je commence par lui ? Tout simplement parce qu'il nous connaît depuis longtemps. Quelques milliers d'années, quelques millions d'années, Pascal. Est-ce qu'on a changé fondamentalement à cause ou grâce à ces machines ? Par rapport aux machines, on ne le sait pas encore, parce que nous sommes entrés dans une troisième coévolution. L'évolution, c'est des espèces avec les populations qui les composent et qui sont en relation de manière très complexe avec l'environnement. Les parasites, les micro-organismes, les compétiteurs, les prédateurs, et ça continue. Depuis 2 millions d'années, quand les hommes commencent à fabriquer des outils, ils créent un nouvel espace. Ils deviennent transformateurs de monde. Et là, soyons très clairs, les techniques ne viennent pas que parce qu'on en a besoin. On a appris ça. On a dit que les inventions sont les filles des nécessités. En fait, il y a tout un rapport aussi en termes de pensée idéale, diraient les anthropologues comme Maurice Godelier. Et à partir de là, les choix techniques, les choix alimentaires, les manières de procéder autour des nourritures ou d'aménager l'espace vont entraîner une deuxième coévolution. Par exemple, la grande taille de notre cerveau va dépendre des inventions de la cuisson. Alors, on ne s'est pas mis la tête dans le feu, mais en tout cas, ça a changé beaucoup d'éléments dans notre environnement. La taille du cerveau dépend parce que de la taille de la cocotte minute. Ça a permis minute. de faire sauter un verrou physiologique, parce que notre cerveau consomme énormément d'énergie. Donc, ça a changé notre physiologie, ça a changé beaucoup d'aspects sur le plan cognitif. Donc, tout ça va s'entraîner. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans une troisième coévolution, qui est celle donc, de l'impact des machines. On parle de transhumanisme, nouvelles technologies, biotechnologie, nanotechnologie, etc. Et ceci a déjà modifié notre espace et nos habitudes. Et ce qui est intéressant, c'est un vrai processus darwinien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe par les smartphones. Lorsque ces smartphones ont été inventés, c'était dans le registre de la téléphonie. Mais d'emblée a été mis à notre disposition des capacités sur lesquelles les usagers, ou même d'autres personnes, on peut apporter ce qu'on appelle les applications, les applis. Et là, c'est pas dans un projet initial. Il n'y a pas eu une idée en disant le progrès, c'est voilà, on va voir la voiture, on va voir le train, pour parler de choses beaucoup plus connues, et donc voilà, ceci va améliorer vos vies. Non, au contraire, comme disait Steve Jobs, je vais changer le monde, mais il ne savait pas comment ça allait changer. Donc ces appareils ne correspondaient pas à besoin,
C'était sur la téléphonie, ça améliore les choses, mais ils ont offert des possibilités complètement nouvelles qui aujourd'hui ont complètement investi notre vie. Et c'était extrêmement rapide, c'est en quelques années. Et donc très clairement, nos pensées sur le monde, sur l'avenir, ce qui nous occupe ce soir, sont en train de changer également. Sur le travail, on va en parler, ça change beaucoup de choses, mais sur la manière aussi de communiquer, d'être ensemble, et puis des choses qui sont amusantes avec le regard de la paléoanthropologie. Un jour, quelqu'un me disait, t'as vu, ceci est quand même extrêmement moderne, passer la main comme ça. Je rappelle que le livre tel qu'on le connaît, qu'on appelle le Codex, on tourne les pages, c'était il y a 2000 ans. Avant, c'était le papyrus. Vous voyez ? Donc, c'est marrant, on retrouve des gestes. Ces appareils nous permettent aussi de retrouver des solidarités nouvelles. Par exemple, dans la société, vous voulez faire garder un enfant, vous voulez avoir des informations, etc. Ce qu'on appelle abusivement dans certains aspects l'ubérisation, eh bien c'est des remises en contact, des remises ensemble d'éléments anthropologiques qui étaient un petit peu dissociés dans nos sociétés modernes, métro, boulot, dodo. Bah aujourd'hui, voilà, on est dans une autre registre, c'est métro, boulot et robot peut-être avec la question du travail, des relations avec l'autre. Et puis il y a quand même des fondements anthropologiques qui restent là. Il y a une étude récemment qui essayait d'évaluer comment les réseaux de rencontres que l'on connaît bien ont Parlez pour vous. Que nous connaissons bien, et comment ça a pu changer les choses. On s'aperçoit que ça facilite certaines rencontres, mais c'est pas massif. Donc, ces technologies bouleversent le monde, mais elles ne le bouleversent pas, comme selon certains commentaires qui laissent croire que tout a changé, etc. Il y a quand même des éléments aujourd'hui qui font que ces nouvelles technologies ont besoin de l'éthologie, qui est l'étude du comportement, et de l'anthropologie, donc la manière de représenter ces technologies dans nos actes quotidiens. Alors, vous parlez de la coexistence, Ouais. de la façon d'utiliser, la transformation du rapport à l'espace, les parasites qui arrivent. Est-ce que vous qui voyez le temps long, est-ce que vous nous voyez physiologiquement changer? Est-ce qu'on a le cerveau qui se diminue? Est-ce qu'on a le pouce qui augmente? Est-ce qu'on a la vue qui baisse, la mâchoire qui diminue? Est-ce qu'il y a un rapport avec ça ou on ne peut pas encore le mesurer et on est globalement semblable à ce qu'on était il y a 10 ou 20 000 ans ou 100 000 ans? Alors ça, c'est un cauchemar anthropologique que vous venez de décrire. Mais ceci dit, quand on a inventé les agricultures, il y a eu un effet considérable, puisque en 10 000 ans, pour les sociétés issues des agricultures, donc les civilisations et l'histoire qui arrivent derrière, il faut savoir que notre taille corporelle a diminué, que la taille de notre cerveau a diminué de 200 cm3, on est à 1350, Cro-Magnon, qui est vous et moi, qui sera un très beau garçon, enfin vous disons, et voilà, et ben il était autour d'un mètre 70, il avait des masses musculaires et squelettiques qui étaient plus importantes que les nôtres, et donc les environnements citadins, l'invention du travail, de la posture contrainte, ont énormément modifié les choses et notre physiologie a changé et on a retrouvé cette taille corporelle assez grande qu'avaient nos ancêtres il y a plus de 10 000 ans que depuis la Seconde Guerre mondiale dans les pays dits post-industrialisés. Donc, est-ce que ça va changer les choses? On sait que les études aujourd'hui sur le cerveau montrent que les jeunes qui sont plus aptes à travailler dans des tâches parallèles ou des multitâches, etc. Donc, c'est pas le cerveau intrinsèquement qui s'est modifié, mais le cerveau, c'est un peu comme notre iPhone. C'est quelque chose qui est là et qui est plein de potentialités qui sont en train de se révéler aujourd'hui. Il est plastique, on parle de plasticité, et donc on n'a pas changé intrinsèquement ce qu'est le cerveau, mais la manière dont se font les connexions, le développement des aires cognitives est en train de changer rapidement. Maintenant, en ce qui concerne la physiologie, là, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque, comme le dit Michel Serres, on parle de petites poussettes, donc là, bon, il n'y a pas à s'inquiéter, on ne va pas avoir des pouces hypertrophiés, mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'augmentation de la sédentarité, des jeunes qui font beaucoup moins de sport que des générations comme la mienne. Et là, on voit effectivement des aspects sur le plan cognitif, je viens d'en parler, mais aussi sur le plan physique. C'est le retour du ventre. Le retour du ventre, le retour on a vraiment de réelles difficultés. Alors que de l'autre côté, vous avez des personnes qui ont des montres connectées et qui comptent le nombre de pas par jour, qui contrôlent leur glycémie, qui contrôlent... Donc là, on est dans un monde qui s'ouvre complètement. Et dans un monde qui s'ouvre, qu'on appelle un espace digital darwinien, ben, vous avez des aspects extrêmement valorisés, recherchés en termes de bien-être et d'autres côtés qui ont des effets quand même, on dira collatéraux pour être gentil, mais qui en fait font baisser les statistiques sur l'espérance de vie, la santé, etc. Alors merci pour cette mise en perspective millénaire. On va, après le passé, se projeter dans l'avenir et aller explorer ce que la littérature de science-fiction nous promet. Et là, je me tourne vers Catherine Dufour. On vient d'entendre Pascal Pic. Vous êtes, vous, auteur de romans de science-fiction. Comment vous expliquez que les romanciers, puis les cinéastes, évidemment, nous promettent de nous transformer en machine? Pourquoi c'est un sujet qui les fascine? Pourquoi il est là depuis longtemps? Pourquoi
oui, pourquoi les héros de science-fiction vivent parmi les machines, avec les machines, communiquent avec ces machines, et parfois ont des morceaux de machines dans le crâne. Je me souviens d'une série emblématique avec Lee Major, qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards. Elle est vintage, mais nous y sommes. Tout simplement parce que c'est la grande nouveauté de ces 100 dernières années, c'est tout ce qui est mécanisation, c'est tout ce qui est révolution industrielle. On s'en est pas encore remis. Et on est encore en train d'essayer de tirer les conséquences de cette modernisation brutale. Et sur les films récents, par exemple, où on voit des hommes bioniques, des cyborgs, ces machines à forme humaine, pourquoi ça revient ? Pourquoi on ne décroche pas du genre ? Pourquoi il est là de façon quasi obsessionnelle, promettant à l'homme qu'il va être augmenté ? L'homme augmenté passe sur le plan du salaire, mais augmenté technologiquement, plus capable de faire de nouvelles choses, plus puissant. Pourquoi ça revient ? Pourquoi la science-fiction est sur ce disque rayé du Superman, d'une certaine façon ? Je ne crois pas que ça revient, je crois que c'est jamais parti. La science-fiction a une fonction, c'est d'aller voir dans les laboratoires de recherche ce qui se passe et après de projeter ce qui est dans les laboratoires et qui va descendre dans nos vies dans les 20 prochaines années et de projeter ça comme une lanterne magique sur le champ social pour voir l'effet que ça va faire. Donc, en général, ça permet quand même à nous, population, de réfléchir à l'avance à quelle sauce on va être mangé. Par exemple, Le Meilleur des mondes nous a permis de réfléchir sur ce qui risquait d'arriver quand la biogénétique interviendrait dans nos vies. Le souci, bien sûr, là-dedans, c'est que c'est souvent assez catastrophiste, parce que ça nous permet tout simplement de conjurer nos peurs de l'évolution technique qui est extrêmement rapide. On a beaucoup de mal à suivre. Moi, j'imagine mon grand-père, qui est quand même né en 1898, il allait à l'école pas à cheval parce qu'il n'avait pas les moyens, mais enfin, globalement, en sabot. Et quand il est mort, il restait peut-être un cheval empaillé au milieu de la place de son village qui était devenue une ville de 50 000 habitants. Et pour cet homme-là, la plus grande invention technologique, c'était pas du tout ni l'ordinateur, ni la fusée, ni les antibiotiques, c'était le réfrigérateur. Parce que rendez-vous compte qu'il y a 100 ans, il fallait aller faire les courses tous les jours, parce que ce que vous achetiez le matin, le soir, ça commençait à pourrir. Voilà. Donc je crois qu'en permanence, la littérature, et notamment la littérature de science-fiction, est là pour nous aider à absorber le plus vite possible tous les changements technologiques qui, littéralement, nous tombent dessus. Ariel Kirou. Je voulais juste rajouter un point, c'est que d'une certaine manière, la science-fiction réactualise les grands mythes. Depuis Hiroshima, on sait que l'homme peut détruire ce qu'il a construit, les civilisations. Et aujourd'hui, un grand nombre de scientifiques agissent comme s'ils pouvaient réellement créer la vie. Il y a la logique des clones, il y a tout ce qui est avec les biotechnologies et tout le reste. Et la science-fiction, elle met en scène, elle réinvente tous ces mythes. Voilà, elle les recrée. Et donc, soudainement, on les reprend avec cette grande différence, quelque part, que ça pose la question de se devenir Dieu pour le pire ou pour le meilleur. Et c'est ce que fait la science-fiction et c'est essentiel. Quelles sont les grandes œuvres qui mettent en scène un homme-machine ou un homme machiné ? Je crois qu'il y en a un nombre assez énorme. Je veux dire, voilà, Blade Runner, c'est Blade Runner alias les androïdes reptiles de moutons électriques, est l'un des exemples effectivement les plus connus d'une machine qui est le Nexus 6. Du nom des Nexus de Google, comme chacun l'aura reconnu, donc ils sont les smartphones créés, les tablettes tactiles créées par Google, donc, et voilà, il s'est mis en scène. Mais dans un tas de romans, par exemple, de Philippe K. Dick, puisqu'on est ici quelque part sous son auréole, mettent en scène là des robots insectoïdes qui envahissent, qui sont télécommandés, un peu comme des drones. Ici, un robot taxi. Là, des machines qui vont gérer l'entièreté de ce qui va rester de la Terre après une catastrophe nucléaire. Donc, quelque part, il met en scène en permanence ce type, quelque part, donc, on va dire, de mécanique. Et puis après, il y a d'autres types de romans. Par exemple, dans le cycle de culture de Ian Banks, on a les drones, les androïdes, on a une mise en scène, quelque part, d'intelligence artificielle dans un avenir très lointain. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Et dans ces cas-là, la machine devient l'autre, quelque part.
Alors, oui. Ça remonte à Julien Onfray de La Métrie, donc l'homme-machine, qui avait fait beaucoup de scandales en son temps. Donc on est en plein milieu du XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, ce sera Villiers de l'Isle-Adam avec l'Ève imaginaire, où là, effectivement, on va voir sur les vieux mythes, justement, dans le rapport avec ces machines avec les femmes, c'est hallucinant de voir comme les vieux mythes sont toujours là, où là, on a un homme qui est amoureux d'une jolie femme, mais elle est sotte. Donc, il va voir Thomas Edison, et il lui fait donc un robot humanoïde intelligent et sympathique. Et jusqu'à U-Boat, où effectivement la série Human Robots, où on a donc Real Humans, où là on programme les individus, et c'est le mythe de Pygmalion aussi. Le mythe de Pygmalion, et c'est quoi? C'est qu'en fait on est à Chypre, et les femmes n'ont pas des vertus qui plaisent aux dieux. Et puis ça plaît pas aux hommes, évidemment, quand les femmes sont libres. Donc Pygmalion est un sculpteur, et donc il sculpte Galatée, et Aphrodite donc la rend animée. Eh bien, il y a toute une mythologie fantasmée autour, depuis Pygmalion Galatée jusqu'au film récent qui s'appelle Ava, qui était sur les écrans récemment, pour les hommes de maîtriser donc les femmes. Donc tout à l'heure vous avez fait une boutade en disant les femmes sont plus près de la machine, mais en fait c'est pas du tout vrai. Mais ce qui est tout à fait vrai, par contre, c'est que dans l'imaginaire des machines ménagères, l'imaginaire masculin, c'est de programmer les femmes selon leurs désirs. Donc les hommes, ils sont pas très bien à l'aise dans cette affaire-là, c'est moi qu'on puisse Où dire. est-ce que vous mettez Frankenstein dans cette histoire, qui n'est pas une histoire mécanique, c'est une histoire organique, Frankenstein? Alors Frankenstein, c'est une autre vision. Là, on parle de machines sur lesquelles se pose la question, on y reviendra certainement, de l'âme, de la conscience, parce qu'aujourd'hui, on parle de droit des robots. C'est une vraie question, hein. On ne plaisante pas là-dessus. Il y avait une couverture d'ailleurs de The Economist qui s'appelait Morals on the Machine. Est-ce que les machines peuvent prendre des décisions morales à l'encontre des décisions des humains, par exemple pour tirer sur un village dans des conflits qu'on connaît? Donc ça, c'est une première chose. Et il y a une autre filière ça sera Frankenstein, en mettant des bouts de viande, si je peux me permettre, c'est la charcuterie, et dont une des expressions sera l'île du docteur Moreau, par exemple. Et ça, par contre, c'est pas la filière qui aujourd'hui est favorisée par rapport à ça. Milad Douy. Oui, moi je crois, c'est vrai tout ce qui a été dit, mais quand même il y a une autre science-fiction qui n'est pas nécessairement inscrite dans une tradition mythologique monothéiste qui est obsédée par les relations entre la création, le créateur et sa créature. C'est important, à mon avis, de ne pas se laisser représenter la science-fiction comme genre, quand même c'est extrêmement diversifié et très très riche. Et je crois, il me semble que surtout avec les adaptations de films de Hollywood, on est dans un scénario en gros qui est celui du golem, qui domine. Et je crois que c'est juste une partie qui est très visible, mais qui n'est pas nécessairement toujours, pour moi, la plus intéressante, parce qu'il y a d'autres science-fiction qui parlent d'autres choses. Exemple, qui racontent des histoires parallèles, qui racontent un milieu informatique, comme dans le cas de Neil Stephenson avec Snow Crash. Et il y a beaucoup d'autres récits qui ne sont pas du tout dans ces modèles de possibles potentielles rivalités entre l'humain, ses mutations ou la création d'un robot qui va être autonome. Même dans le cas, quand on regarde Asimov, qui est le monsieur robot, il y a des variations qui sont extrêmement différentes. Il me semble qu'il y a un certain préjugé qui se transmet sans cesse, qui nous fait revenir vers des choses qui nous rassurent parce qu'on les maîtrise depuis très très longtemps. Un des aspects de Philippe Cadic qui est assez remarquable, il avait des obsessions, des anxiétés, mais néanmoins, il a toujours insisté qu'il racontait des histoires parallèles dans une vision d'une pluralité des mondes. D'où le titre de très beau. Les mondes, au pluriel, c'est très important, il me semble, et il faut insister aussi sur cette dimension-là. Quand vous dites il racontait des histoires en visant une pluralité des mondes, ça veut dire quoi? Préciser. C'est-à-dire, il imaginait que le monde qu'on vit aujourd'hui n'est qu'une émanation possible, potentielle de quelque chose qui peut exister dans des variations. À la fois, on peut le rapprocher de certaines théories scientifiques, on peut aller vers le quantique, Gödel qui a cru à la même chose, mais lui, il a fabriqué des récits avec certaines des obsessions qui étaient les siennes, qui étaient extrêmement productrices, mais c'est juste une version. Il y a d'autres aussi qui sont très, très, très importants. Ariel Kirou. Oui, c'est-à-dire, d'une certaine manière, il faisait, et beaucoup d'auteurs de science-fiction font de l'anthropologie expérimentale. Philippe Cadic, sur la fin de sa vie, également fait de théologie expérimentale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Ils imaginent une digue saute, on se retrouve dans le futur, et là, on imagine des mondes. On se met en scène quelque part pour le meilleur ou pour le pire. Donc là où les hommes de marketing vont dire demain on rase gratis, les auteurs de science-fiction vont dire à la fois demain potentiellement peut-être qu'on rase gratis, mais on risque de vous faire mal en vous rasant, en espérant qu'on ne va pas vous ennuyer, que ce ne sera pas rasoir comme histoire. Donc on voit bien que là quelque part, c'est une mise en scène où tout devient possible. Et on a absolument besoin aujourd'hui de ce type de dispositif. Et c'est vrai que Philippe Cadic est l'un de ceux qui en a expérimenté le plus dans cette logique d'univers parallèle, d'univers possible, où tout
est envisageable et où on se retrouve régulièrement dans la tête de l'autre, quelque part. Que cet autre soit une amie télépathe de Ganymède ou un individu plus ou moins proche d'une machine dont on voit les rouages parce qu'on est peut-être un peu schizoïde. Et donc, c'est cette explosion des imaginaires qui est très importante et cette logique d'expérimentation des possibles. Alors, dans l'expérimentation des possibles, il y a quelque chose qui revient dans la littérature de science-fiction, c'est que l'homme qui domine la technologie devient plus productif, plus fort, plus rapide, mais que dans le même temps, plus il la domine, plus elle lui échapperait. Plus il serait dominé par elle. Catherine Dufour, dans cette science-fiction-là, cette idée de la toute-puissance qui dépasse son créateur, pourquoi ça finirait mal, finalement? Pourquoi on veut que ça finisse mal? C'est parce qu'on est dans un univers judéo-chrétien, qu'il ne faut pas être l'égal de Dieu? Alors, d'abord parce que quand on est dans un univers de littérature, et la littérature, il faut que ça se vende. Et les utopies, c'est très très difficile à écrire. Moi, j'en connais une, c'est Demain les chiens de Simak, et c'est la seule que je connaisse qui soit vraiment géniale. Sinon, une fois, avec des amis, on avait décidé de faire un recueil d'utopies. Il y a une bonne dizaine d'années, on est encore en train de réfléchir. Voilà. Si vous arrivez dans 1984 et que vous dites « Ouais, super chouette, j'ai un écran télé dans mon appartement et je vais aller me promener avec mon copain qui a une grosse moustache », il ne va pas se passer grand-chose et le livre ne va pas forcément interpeller les foules. Il faut savoir que une bonne histoire, c'est une histoire. C'est qu'il faut qu'il y ait un ressort, et ce ressort est très souvent dramatique. Je crains qu'une partie de la réponse soit aussi triviale que ça. Ariel Kirou, si la science-fiction promet des dangers importants à ceux qui l'expérimentent et qui vont au-delà de certaines limites, c'est uniquement pour des raisons éditoriales et de nombre d'entrées, de nombre de tirages, où il y a des mythes auxquels on n'échappe pas quand on confronte l'homme à la machine et quand l'homme veut tirer tous les bénéfices, tous les partis de la machine et avoir cette puissance d'automatisation qu'elle peut conférer. Non, évidemment qu'effectivement, il y a quand même aussi une liberté c'est pas Catherine qui me dira le contraire, une liberté du romancier, du créateur, de celui qui fait des films pour mettre en scène quelque part ces possibles. Donc, non, je crois que d'une certaine façon, en fait, l'auteur de science-fiction, celui qui fait un film de science-fiction ou même un jeu vidéo quelque part, il joue avec nos fascinations et nos répulsions. Il joue avec ce qui nous attire le plus au monde, avec ce rêve quelque part de créer la vie, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, ça lui fait peur quelque part. Il a sa culture, il a tout ce qu'il a construit et il s'interroge sur ses propres actes, ses propres rêves. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel, simplement. La création au sens large, une nouvelle fois, le jeu vidéo Californium, au même titre qu'un roman, que les romans de Philippe K. Dick ou des romans d'autres auteurs, c'est très exactement ce qu'ils font. Ils jouent avec nos fantasmes, ils jouent avec nos pulsions, ils jouent avec notre imaginaire, ils jouent avec notre intellectuel, ils jouent avec notre désir de spiritualité plus ou moins assouvi, avec une liberté qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, parce qu'effectivement, ils font sauter la digue des possibles. Or, on vit aujourd'hui dans un monde où de plus en plus on a le sentiment que tout est possible, que l'impossible d'hier devient possible, et c'est ça qui rend la science-fiction, quoi qu'on en pense, excessivement contemporaine. Et pourquoi ce concept d'homme-machine? Pourquoi celui-là prospère? Celui-là prospère parce que tout simplement, il est d'une certaine manière éternel. Philippe K. Dick, lorsqu'il parle d'homme-machine, il ne parle pas forcément d'hommes avec des mécaniques très concrètes. Il parle quelque part d'hommes réflexes. Il parle de ce sentiment qu'on a en permanence parfois d'avoir des gens qui ne font que réciter quelque chose qu'ils ont appris par ailleurs et d'où l'humanité a totalement disparu. En fait, lorsqu'il voit des rouages, ce qu'il entend, c'est quelqu'un qui parle comme une sorte de machine administrative. C'est tous les concepts de la machine dans l'homme-machine. C'est la machine en tant que être ou collectif ou structure déshumanisée, quelque part. C'est celui qui ne va pas résister, qui ne va pas dire non, qui ne va pas dire non, je ne vais pas respecter la règle, parce que humainement, je pense que, voilà, d'abord, je n'ai pas envie, j'ai envie de dire des bêtises, j'ai envie de ne pas être sérieux, j'ai envie d'improviser quelque part, et c'est contre ça qu'il se battait, Dick, comme beaucoup d'autres auteurs de science-fiction. Ce qu'il préserve, c'est l'imprévisibilité. Mais il va à ce point de l'imprévisible pour imaginer qu'à un moment, les machines pourront peut-être être aussi imprévisibles. Et dans ce cas-là, peut-être qu'elles seront humaines, ou tout à fait autre chose.
Milad, est-ce que c'est l'imprévisibilité qui fait l'humain? Est-ce que c'est le fait qu'il peut échouer, qu'il peut rater, qu'il peut se planter, qu'il peut nous entraîner tous dans sa chute? C'est ça qui fait sa différence avec la machine? En partie, mais c'est pas seulement ça. L'humain, c'est complexe et il est difficile de donner un ou deux aspects qui le caractérisent d'une façon radicalement différente de machine. Moi, il me semble qu'il y a deux choses, si je peux intervenir. Tout d'abord, à mon sens, on ne peut plus parler de machine aujourd'hui comme on parlait à l'époque de Philippe Cadic. Parce que cette notion de machine qui a à son âge, qui correspondait à une certaine manière de concevoir la technique qui existait à l'époque, aujourd'hui est complètement dépassée par l'informatique et le numérique. C'est quelque chose de plus complexe et qui a une autre nature, à mon avis. L'autre aspect, il me semble, on est quand même dans un héritage assez intéressant. Je vais évoquer un auteur du 19e qui a touché à la fois à l'évolution et à la science-fiction, Samuel Butler, qui a fait Erwohen, un des plus beaux romans de l'époque, mais il a écrit un très beau texte, Darwin et les machines, parce qu'il était en négociation polémique avec Darwin, et il racontait, pour essayer de taquiner le père de la théorie de l'évolution, et à la fin, il a donné quand même lieu à quelque chose d'assez important dans la tradition de la science-fiction américaine, avec le grand roman de Frank Herbert, Dune, avec le djihad butlérien. C'est en hommage à son texte. Ce qu'il dit, c'est quelque chose d'un peu différent qui me sait peut-être aussi expliquer parfois l'obsession d'une certaine école de science-fiction avec cette notion de la machine et surtout de l'humain. Il dit que ce qui est important peut-être dans notre rapport, notre perception des machines, pour donner une illustration, il suffit de regarder l'invention des horloges. Avec leur arrivée, on a commencé à gérer le temps autrement, le travail, le lien social, le lien amoureux, le côté confidentiel et privé. Mais le pire, c'est la miniaturisation. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à nous faire transporter sur notre propre corps cette manière de gérer. Et de là, il va essayer d'inventer et d'imaginer un scénario qui va aller un peu plus loin. Et il va dire à la fin, un de ces jours, ces machines vont se nourrir de nous comme leurs données. Et du coup, ou bien il faut accepter cette mutation de l'humain, ou bien il faut déclarer la guerre à la machine. C'est une école qui raconte cette histoire. Il y a d'autres qui racontent autre chose. Je vais prendre une des figures qui a écrit un livre avec Philippe Cadic, c'est Roger Zelazny, qui, dans Le Seigneur des Lumières, il va imaginer complètement un autre scénario. Il va raconter le monde védique, en reprenant le mot avatar, quand même, qui vient de la langue védique, qui dit l'incarnation de figures divines dans une forme humaine. Et au début des 2 premiers chapitres, on s'imagine qu'on est dans un roman de l'Inde ancienne, puis après on va trouver autre chose. Et on va retrouver les zombies. Pour la première fois, on a connaissance dans les romans de science-fiction, mais c'est d'autres zombies. Je crois qu'il y a des scénarios extrêmement différents. Ça dépend d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Il y a une littérature, par exemple, comme avec Orson Scott Card, qui est consacrée aux enfants. Avec toute la série Ender. C'est très intéressant. C'est pas en des conflits avec les machines, c'est avec une altérité autre, avec une méconnaissance de l'autre qui va créer une forme d'apocalypse et une forme de deuil et en rapport avec soi-même et la société. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à également évoquer et qui sont curieusement présentes dans l'œuvre de Philippe Cadic. C'est ça ce qui est remarquable. Il a touché à énormément de choses dans la richesse et le génie de son œuvre. Pascal Pic, on parle de miniaturisation, on parle de l'homme-machine, mais finalement, on n'est pas très mécanisé. Je veux dire, si vous prenez un homme et que vous le mettez aujourd'hui tout nu, si on en prend là dans notre salle avec ce public qui nous écoute, il y en a très peu qui ont des prothèses, des appareils auditifs, des cœurs artificiels, des prothèses mammaires, j'en passe, c'est des meilleurs. Ça trouve lent, vous me disiez tout cela quand même. C'est sur vous que ça tombe, je suis désolé. Ouais, oui, je vois. D'où vient cette idée très contemporaine qu'on n'est pas du tout bio, pas du tout naturel, parce qu'on aurait des puces, des choses ajoutées. En fait, c'est faux. Mais tout ça, c'est très récent. Mais tout de même, on a aujourd'hui l'arrivée des exosquelettes, vous savez, qui peuvent d'ailleurs être commandés par la captation, par des électrodes dédiées par la pensée. Donc ça arrive, ça va être absolument formidable. On a Karmat qui arrive. Bon, ça pas encore complètement réussi, mais c'est le début. Donc là, on arrive sur quelque chose qu'on appelle chez les transhumanismes le solutionnisme. Donc ils nous disent qu'effectivement, la biologie est arrivée à son terme, donc l'homme est arrivé au terme de son évolution, donc on va remplacer par les nanotechnologies, par des artefacts, on en parle aussi pour des neurones avec des nanopuces, etc. Donc ça, on en est extrêmement loin.
Mais néanmoins, dans l'état actuel des choses, non, c'est vraiment extrêmement minoritaire, ne serait-ce que les grosses prothèses, les prothèses dentaires, etc., ça on l'a, mais en fait on est très très peu mécanisé, on est bien d'accord. Mais par rapport à ce que disait Mila tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a deux grandes traditions. L'Occident, la culture occidentale et surtout la culture française est très mal à l'aise avec ces histoires-là parce qu'il y a d'abord toute une histoire sociopolitique. Hein, la machine sur laquelle, première révolution industrielle, l'homme est dédié à la machine, donc il fournit la machine. Et aujourd'hui, on arrive au second âge des machines avec les machines donc plus intelligentes et empathiques. Et ça, on est mal à l'aise parce que nous avons une tradition anthropologique qui est le dualisme. On oppose l'homme et l'animal. Or, la manière dont une culture regarde les animaux, c'est la façon dont elle va regarder aussi les machines. Et donc, quand vous êtes au Japon, la plupart des questions, des échanges qu'on a eu là, ça leur pose aucune question parce que eux, les machines, déjà dans l'hôpital d'Osaka et ailleurs, vous avez des assistances médicales qui sont complètement empathiques, etc. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression d'être dans une postmodernité, comme le disent certains de nos collègues, d'ailleurs très estimés et que j'apprécie beaucoup, mais en définitive, l'anthropologie est encore là. D'ailleurs, c'était quand même un assez gros gag, je dois me dire, lorsque nos ministres et premiers ministres sont allés au Japon pour la semaine de l'innovation, ils ont été accueillis par Nao, qui disait bonjour, je suis très gentil hein, et je suis japonais, boum. Alors qu'en fait, Nao, c'était créé par. Nous avons une excellente école de robotique en France, notre Adelbaran et autres, on en a d'autres du côté de Lyon, mais curieusement, notre culture a du mal à accepter l'idée d'avoir une relation empathique à égalité. Pas d'humain, j'irai pas jusque-là, par rapport à cela. Et ça, c'est quand même extraordinairement troublant, et ça explique pourquoi la France est très en retard. C'est pas plus troublant qu'un Japonais puisse regarder un robot en étant touché et attendri. Non, mais il y a des conséquences. Nous sommes l'école la plus médiocre au monde sur l'étude des animaux, et nous avons du mal à intégrer les machines dans notre environnement. Alors que pour les Japonais, ça pose beaucoup moins de problèmes. Et puis il y a autre chose qui est quand même assez passionnant dans cette histoire, c'est ce qu'on appelle, c'est un concept japonais d'ailleurs, qui a été repris en psychanalyse, qu'on appelle la vallée de l'étrange. C'est-à-dire qu'en fait, on va bien accepter, notamment en France, qu'un robot comme Nao, on voit bien que c'est une machine. Il est super sympa, il est poli, on aimerait bien l'avoir dans les taxis, on aimerait bien l'avoir à la caisse, à l'administration des impôts, on voudrait avoir Nao partout. Il est vraiment génial, Nao. Mais on sait que c'est un robot, mais il est sympa. Par contre, c'est quand vous avez un robot humanoïde qui se rapproche de l'homme, mais il n'est pas exactement pareil. Et là, il peut y avoir des réactions de rejet. Alors, j'aime bien donner une image. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Les plus jeunes, quand je vais dire une chose qui va les faire rire, c'est La Nuit des Morts Vivants, 1968. On a une scène du départ et on voit un type qui marche et on sait que c'est un humain. Et d'un seul coup, quand il arrive en gros plan, on s'aperçoit qu'il est différent. Et là, ça nous fout une trouille pas possible. Alors aujourd'hui, on est habitué aux zombies, aux Walking Dead, etc., comme on dit. Mais ça, c'est ça qui nous fait peur. C'est pas Nao qui nous ferait peur. C'est pas les robots qu'on voit dans les premières versions de Star Wars. C'est plutôt un être humain différent. C'est un être humain qui a un défaut. Et d'un seul coup, tous nos fantasmes en termes, a-t-il une maladie, a-t-il un défaut, a-t-il une tare, tout ça, tout ce fond remonte. Et là, on s'aperçoit que un des principaux enjeux dans la robotique humanoïde, qui nous intéresse de la machine, ça va être justement ces rapports anthropologiques assez complexes. Milad, on a peur des morts vivants et pas du tout des robots. Donc on est plutôt bien parti sur la route des Japonais. Oui, mais le Japon, c'est un cas culturellement différent. Oui, il faut regarder ailleurs. Je suis entièrement d'accord. Hein. Je crois, en tout cas en Occident et en particulier en France, moi je suis américain, c'est un peu différent. Même avec le robot humanoïde, il y a un rapport un peu différent de ce qu'on trouve en France. Et il me semble la question, elle est double. À la fois, il y a la question de la dissemblance qui touche notre rapport avec nous-mêmes, avec l'altérité. Et de l'empathie. Et de l'empathie, tout ce que ça peut dire. Mais au-delà de là, il me semble il y a derrière toute un imaginaire autour de l'autonomie de ces êtres, qui sont des êtres culturels. Et c'est très, très important, parce que cette notion de l'autonomie, on a tendance, parce qu'elle est associée, en gros, malgré ce qu'on sait de notre histoire, à l'humain, on a en face du robot, on a tendance à la penser comme une forme d'autochtonie. Et du coup, ça nous met en fragilité et ça crée toutes les anxiétés et les inquiétudes. Il y a tout cet aspect, il me semble, qu'il faut revenir sur l'anthropologie et toutes les dimensions culturelles qui sont associées à cette réaction. Mais également, il me semble aussi qu'en Occident, et c'est par le biais en partie de la science-fiction, mais surtout des films et des jeux vidéo, et là, il y a quand même une complémentarité très, très importante, on a témoigner depuis, je dirais, les années 40, on peut refaire une plus longue histoire, à l'émergence à la fois du corps de la machine
et surtout sans accès à une forme d'intériorité. Et ça nous gêne énormément. Si je regarde un petit peu dans les films, je dirais qu'on a commencé avec la biologie et la physiologie avec le Voyage fantastique. Vous vous rappelez ce film des années 60. On a passé dans le corps du malade pour essayer de le sauver. Et avec Tron de 1982, c'est la première fois où un film se passe à 90% du temps à l'intérieur d'une machine. Et de là, on a construit tout un imaginaire avec notre propre intériorité. Et c'est là où on peut revenir sur Philippe K. Dick, où il a quand même une pensée de l'androïde qui est plus humaine que l'humain parfois, et souvent même. Je crois. C'est très très important et c'est très puissant volet de son œuvre. Il a un autre côté qui me semble un peu différent et qui a été évoqué un petit peu dimension théologique. Il y a presque une notion du sauveur, du sauveteur qui va arriver. Ça peut être souvent quelqu'un comme dans L'Homme variable qui a un rapport privilégié avec la machine. Il peut intervenir d'une façon que nul autre ne peut, et il modifie à la fois la machine pour l'améliorer et résoudre des problèmes qui ont été créés d'une façon peut-être non pas nécessairement volontaire. Je crois qu'il a des scénarios très complexes qui sont intéressants à étudier dans les détails, au-delà juste des très grandes généralisations. C'est la coévolution, en fait. Exactement, c'est exactement. On est dans Ariel. des cohabitations. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que lorsqu'on a pensé au scénario donc, du film Les Mondes de Philippe K. Dick, on s'est dit que ce serait formidable d'aller voir un des grands professeurs japonais, qui est le professeur Ishiguro. Et le professeur Ishiguro, il a créé des géménoïdes, il a créé des robots, notamment un robot qui lui ressemble trait pour trait. Attendez, un géménoïde, c'est quoi? C'est Un jumeau géménoïde, robot. c'est un androïde quelque part. D'accord. C'est vraiment un robot qui ressemble à un point inouï à un être humain. Et ce qu'il a fait en plus, donc le professeur Ishiguro, c'est que il en a fait un qui est exactement son sosie. En fait. Bon, mais vraiment très exactement. Et qui d'ailleurs dans une conférence était à côté de lui. Au début, il l'a laissé parler lui. En le laissant parler à distance pour que les gens croient que c'était lui. Et ça, effectivement, pour nous, c'est excessivement effrayant. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que je parlais de la logique d'expérimentation. Il explique, le professeur Ishiguro, qu'il expérimente avec ses robots les humains. Pas simplement les robots, mais les humains, et comment ça se passe. Et c'est vrai que les Japonais n'ont aucun... Là-dessus, ils sont d'une liberté totale. Pour eux, il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de niveau entre un robot et un humain, une machine, un animal. Quelle différence ils font? Ils en font une ou Ils pas? ont des différences de degré, d'une certaine manière, quelque part, mais ils ont vraiment... pour eux, les objets sont habités, tout simplement, et donc il n'y a aucune raison qu'une machine ne soit pas habitée. Après, voilà, c'est pas des ruptures, quelque part. C'est une sorte de continuum. Et paradoxalement, Philippe K. Dick était très influencé par la culture japonaise. Son roman, Le Maître du Haut Château, il l'a écrit en tirant le Yiking. En permanence. Bon. C'est un peu chinois, mais bon. C'est un peu chinois, oui, c'est vrai. Mais je pensais à Monsieur Tagomi, qui est effectivement japonais dans le roman et qui tire aussi du Viking. Voilà. Vous n'avez pas le droit aux private jokes de spécialistes. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Et pour revenir à la discussion de tout à l'heure, par rapport à la logique du corps, ce qu'il faut bien voir, c'est que les mécaniques, les machines, les puces se rapprochent de plus en plus des corps. Les bracelets, les Fitbit, les Google Glass, en fait, ça se rapproche de plus en plus. Et imaginez aussi le smartphone. C'est pas parce que notre smartphone n'est pas strictement collé à nous et à l'intérieur de notre peau qu'il ne nous habite pas de manière absolument hallucinante. Sans oublier les logiques de big data, sans oublier tous ces systèmes qui vont orienter en quelque sorte nos envies et nous transformer en homme-machine. Catherine Dufour, juste avant qu'on se pose la question du remplacement, tiens, est-ce qu'on est remplaçable? Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que sans parler spécifiquement, vous disiez qu'on est assez peu mécanisé, mais sans parler de mécanique, on peut au moins parler d'artificialité. Et là, moi, quand je me regarde, ça, c'est L'Oréal parce que je le vaux bien. J'ai plus une dent qui ne soit pas artificielle. C'est vrai ou vous faites semblant? J'ai une broche ici, j'ai une plaque là, ma veste est en synthétique. Et de plus, qui est encore plus important dans notre appréhension de la vie, moi, je ne serais pas face à vous si j'étais morte en couche comme ma grand-mère à 30 ans ou de tuberculose comme mon autre grand-mère à 26 ans. Donc tout ça, c'est grâce aux antibiotiques et aux vaccins. Donc nous sommes de plus en plus artificialisés, nous sommes de plus en plus le résultat de notre propre effort face à la nature. On ne peut pas encore parler de mécanisation, mais on peut déjà parler d'un être écart entre ce que nous avons été, très soumis
au diktat de la marâtre nature. Est-ce que nous sommes maintenant, c'est-à-dire un peu la création de notre propre volonté? Vous dites qu'on est déjà augmenté, Catherine. Quelque part, oui. Et ça nous angoisse beaucoup, bien sûr, d'où la littérature catastrophiste et puis tous ces films de science-fiction apocalyptiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les blockbusters, ce sont tout simplement des films où les Américains font exploser la planète. Ça doit leur faire un bien fou, parce qu'il y en a un nombre considérable. C'est vrai que souvent ils jouent comme ça avec le feu. Vous disiez, Ariel Kirou, tout à l'heure, qu'il y avait ce professeur japonais qui s'était fabriqué son jumeau et qui pouvait l'envoyer passer des examens à sa place ou faire la permanence pendant qu'il faisait autre chose. Ce qui pose la question du remplacement. Est-ce qu'on est remplaçable? Alors, il y a une théorie en ce moment qui circule, qui obsède les gens, c'est la théorie du grand remplacement. Mais sur le plan migratoire, on va la mettre de côté, elle ne m'intéresse pas. En revanche, c'est l'angoisse du remplacement par la machine. On vit à côté des machines, il y a un peu de machine en nous, on a des bracelets, etc. L'étape d'après, et là c'est un questionnement économique et aussi philosophique, c'est finalement je peux me faire remplacer pour vider le lave-vaisselle, pour repasser mes chemises, encore que le repassage des chemises, il n'est pas totalement robotisé. Les fers à repasser, non mais je le dis parce qu'on est là en train de tirer des plans sur la comète, si vous comparez un fer à repasser d'aujourd'hui et le fer à repasser de la fin du 19e siècle, grosso modo, c'est exactement les mêmes. Et c'est toujours une frangine qui s'en occupe. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'ingénierie inverse. C'est l'ingénierie inverse. On risque ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, c'est-à-dire qu'en fait, nos machines les plus extraordinaires sont plus aptes à faire des choses qui nous semblent compliquées, notamment des traitements mathématiques, du classement. D'ailleurs, l'ordinateur, c'est un calculateur. On sait que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on attend les résultats du prochain défi sur le jeu de Go. Donc, peut-être le maître, grand maître du jeu de Go va se faire battre par un ordinateur. En tout cas, c'est déjà arrivé en France. Donc, on en est là. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal, parce que l'ingénierie inverse, ça veut dire que plus quelque chose est apparu il y a longtemps dans l'histoire de la vie, plus ce sera difficile pour les machines de le mettre en œuvre. En gros, faire des calculs, classer, proposer des dates de forme de travail, faire des plans, gérer des imprimantes 3D, toutes ces choses qui sont liées aux techniques, aux ingénieurs, à la science, les machines le font beaucoup plus facilement que de jouer au foot, par exemple. Donc, on sait qu'il y a une compétition qui s'appelle Robocop. Oui, RoboFoot. RoboFoot. Une machine ne traiterait pas le coach de Fiotte. Exact. D'une part. Alors ça, c'est l'avantage des machines. Ça sont bien programmées. On est vraiment tranquille avec elles. On n'est pas sûr. Hein. Mais on peut les programmer on pour sait ça. jamais, justement. Donc, c'est ça qui est en train Elles apprennent, les machines, maintenant. Et donc, ça, c'est l'ingénierie inverse. C'est très compliqué parce que marcher debout, ça date, tel qu'on nous marchons, nous, c'est 2 millions d'années. Donc, déjà, ça prend du temps. Pour ce qui est génétique, et c'est la difficulté des thérapies géniques, c'est qu'on a affaire à des systèmes qui sont quand même, qui coévoluent depuis 3 milliards d'années. 3 milliards d'années, on est sur une autre échelle. Je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver, mais on voit bien que là, il y a une vraie complexité. Par contre, les choses les plus récentes qui sont arrivées, par exemple, les drones, voler, c'était quand même un des désirs de l'humanité depuis le mythe d'Icare. Aujourd'hui, les drones, c'est quelque chose qui est partout. Les voitures, voilà. Par contre, marcher comme nous, etc., ça va se faire peut-être. Mais et là, par exemple, la DARPA, qui est le département de la recherche de l'armée américaine, la dernière compétition, c'était des robots, soldats, qui doivent marcher, s'accoupler et ouvrir une porte. Ils sont tous cassés la gueule. Donc, attendez, ils vont y arriver, soyons très clairs. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Par contre, le danger qu'on a, par rapport à l'autre question tout à l'heure, c'est que le terme de robot est très récent. Il apparaît en 1920 dans une pièce d'un monsieur qui s'appelle... C'est un mot qui n'a pas encore un siècle. Donc, ce mot n'a pas un siècle, mais déjà dans cette nouvelle, c'est les robots qui sont plus perfectionnés, qui vont prendre la place des humains. C'est un peu aussi la nouvelle de Simac avec les chiens. Et ça, c'est marrant, c'est dans l'Occident, mais ça, on ne le trouve pas chez les Japonais. Mais dans cette logique de remplacement, ce qu'il faut bien voir, c'est que la science-fiction crée des métaphores. Mais réfléchissons. Aujourd'hui, c'est compliqué de remplacer une femme de ménage pour un robot. C'est très compliqué parce qu'elle est dans les coins, en tout cas si elle est brillante. Bon. En revanche, les juristes, les professions de santé, toutes les classes intermédiaires, professions intermédiaires, je veux dire, toutes les études démontrent que dans les années qui viennent, ce sont des algorithmes. Il y en a même un qui est dans un conseil d'administration, un algorithme aujourd'hui. Les algorithmes, quelque part, évidemment, sont en train de remplacer de plus en plus d'humains et ça va aller beaucoup plus loin. Potentiellement, c'est des millions et des millions et des millions de postes qui vont être occupés par des machines et par nous-mêmes qui faisons le boulot que faisaient auparavant des humains, par exemple, à l'instar de la carte Navigo et de ce qui se passe dans le métro. C'est aussi simple que ça. Et donc, quelque part, la science-fiction crée la métaphore de ce remplacement
et le met en scène au travers, effectivement, d'un robot plus ou moins humanoïde. Mais la peur qui est derrière, c'est d'être remplacé par tout type de machine. Parce que la réalité qui est en train de se jouer là, c'est exactement ce phénomène-là. Et c'est pas un hasard si Google a racheté en 2013 8 sociétés, dont une japonaise et des américaines de robotique. Et on parlait tout à l'heure donc, de ce qui est arrivé il y a très peu de temps, à la toute fin de l'année dernière, qui est un joueur de Go, un grand champion européen, pas le grand champion de tous, européen, qui a été effectivement battu par une machine de Deep Vision, qui est un laboratoire de Google. C'est inouï parce que au jeu d'échecs, au bout d'un moment, la logique de calcul peut suffire, mais au jeu de Go, c'est impossible. Il faut que la machine apprenne par elle-même. D'une certaine manière, il faut qu'elle ait une propre subjectivité de joueur de Go. On se dit c'est impossible, c'est infaisable, c'est autre chose, c'est peut-être pas l'intelligence humaine, c'est sans doute pas l'intelligence humaine, loin de là, mais c'est en tout cas plus que la simple capacité de calculer selon un programme. Et elle a gagné. Et elle a gagné, voilà. Elle a dominé le championnat. Elle a dominé, voilà. Elle l'a complètement dominé. Et les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de possibilités dans le jeu de Go. Et les concepteurs de la machine, vous parliez du réparateur, du gars qui va expliquer. Il n'y a pas un type qui va venir la reprogrammer pour qu'elle perde la prochaine fois et qu'on soit tranquille? Non, mais c'est notre espoir, on va dire. Mais je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. Hein. Mais quand même, il faut rappeler que ce modèle de l'apprentissage, qui n'est pas seulement un modèle de l'apprentissage de règles de calcul stratégique, a été aux origines de l'informatique. C'est déjà chez Turing, on a déjà ce modèle, von Neumann a développé, également Norbert Wiener, et ça continue aujourd'hui. À mon avis, mais peut-être je suis dans la minorité aujourd'hui, on est dans une phase de surexcitation autour de ce qu'on peut appeler une gouvernance algorithmique qui va venir, avec une obsession que l'intelligence artificielle va nous déplacer de notre statut privilégié et particulier. Ce qui ne veut pas dire que l'intelligence artificielle, qui veut dire plusieurs choses en même temps, hein, parce que ça quand même décrit un champ très très complexe et très très riche, ne joue pas un rôle déterminant. Mais il me semble qu'on a quand même également des scénarios qui sont de 1984, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de surveillance, mais c'est toujours ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble qu'il y a une particularité qu'on oublie toujours avec l'informatique, que le code, il est hackable. Il a une particularité. C'est pas comme une station électrique. C'est quelque chose où quelqu'un peut intervenir. Et là, on revenir aussi sur la dimension individuelle, la spécificité du code informatique, qui n'est jamais achevé, qui n'est jamais fermé dans une boîte noire qu'on peut l'imaginer. Et il y a un autre rapport qui est en train de se développer. Et je crois que ce qui serait intéressant, c'est de mettre en parallèle cette autre science-fiction qui a réfléchi, décrit des scénarios très très différents où il y a cette forme d'interaction entre le code, pas seulement la machine dans le sens classique dont on parle, et l'humain. Et il y a la question quand même, si on réfléchit au remplacement, c'est qu'il faut commencer à penser une société de loisirs ou de chômage de normes. Il y a deux scénarios. Je vais reprendre un très beau film de John Borman, Zardoz. Moi, je me rappelle toujours ça parce que c'était le premier rôle de Sean Connery après James Bond, hein, où c'est une société d'immortels parce qu'ils ont réussi à maîtriser la finitude humaine, mais ils sont en train de mourir d'ennui, ils essaient de se suicider. Et on voit très bien, il y a quand même quelque chose qui peut créer beaucoup de problèmes. En même temps, l'humain a une capacité étonnante pour l'irrationnel. Et ça, c'est assez important. Par contre, c'est quelque chose qui a été observé par des gens comme le roi Gourand. Un des dangers possibles au potentiel avec l'automatisation puissante, on va dire des algorithmes, c'est l'appauvrissement de la possibilité de l'expression irrationnelle. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que là, on touche à quelque chose de fondamental qui est quand même assez important. Pour revenir à votre question avant, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humain, si vous voulez. Oui, parce que l'enjeu quand même majeur, ce qu'on essaie d'éviter, c'est les fabriques du conformisme. Il y a les fabriques du conformisme à l'ancienne, avec la carotte et le bâton, et maintenant, on a des fabriques du conformisme technologique. Effectivement, c'est quoi le conformisme technologique? On est dans le confort, on a la sécurité, on est conseillé par son bracelet, on est guidé en permanence, on suit des gens qui ont le même profil que nous, en fait, nourrissent les possibilités. Mais personne ne fait ça. Personne ne fait ça.
personne ne fait ça pour l'instant, effectivement. La spécialité, c'est de dire que ceux qui sont connectés, qui sont sur Facebook, sont tous cons et se suivent, etc. Mais en fait, on trouve jamais le vrai con, parce qu'on est tous différents. Et parce qu'on est tous cons aussi, à notre façon, totalement imprévisible, c'est pour ça. Donc, non, mais évidemment, c'est une tendance, quelque part, et c'est une peur, ou en tout cas quelque chose qui, potentiellement, nous pend en nez. Mais le devenir chèvre, quelle que soit la façon, que ce soit par la religion, parfois, que ce soit par l'idéologie, ou que ce soit par les mécaniques ou les machines auxquelles on obéit sans même réfléchir comme ça, parce que c'est plus facile, eh bien, c'est très commun. Je veux dire, on n'a pas besoin de clones. Il y en a plein à l'Assemblée nationale de clones aussi, et partout ailleurs, dans les usines, dans les entreprises, où nous sommes clonés en permanence sur une registre de la répétition du même et de l'incapacité à nous désautomatiser. Nous sommes nous-mêmes nourris d'automatisme. C'est nos habitudes, c'est nos manières de fonctionner. Et l'enjeu de l'humain, c'est à un moment donné d'improviser. C'est John Coltrane avec son saxophone. Je veux dire, l'humain, il est là, il est dans cette dissonance quelque part. Mais elle est importante parce que justement, tout dans la machine sociale nous pousse à devenir des mécaniques sans même qu'on ait besoin de rouages divers et variés au sein de notre corps. On va passer au mot de la fin, Catherine. Tiens, je vais vous donner la parole. Mais simplement, vous y croyez, vous ? Vous y croyez à cet homme ou à cette femme machine? C'est des carabistouilles, on joue à se faire peur, on joue avec le futur, ou vous croyez fondamentalement au concept? Alors qu'on soit écrabouillé par les machines, c'est une chose qui est en train de se faire. On rêvait que les robots nous libèrent du travail. Résultat, les robots nous libèrent du travail. Hein. Sauf que c'est pas du loisir, c'est du chômage. Par contre, angoisser sur le fait que peut-être un jour, on aura tellement de confort que ça sera d'un ennui profond et qu'on se suicidera tous. Ça, c'est Yourcenar qui disait « Ouh là là, quand tout ira très bien pour tout le monde, vous inquiétez pas, on aura toujours des amours trompés et des amitiés trahies pour nous occuper. » Milad, votre mot de la fin à vous, c'est de la défiance vis-à-vis de cette notion, ou finalement je vous ai senti très confiant et très relativiste? Je ne suis pas relativiste, je crois que c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter. Je trouve que c'est absolument remarquable qu'on puisse accompagner une telle mutation dans notre histoire. Et j'aimerais rappeler, juste pour terminer, puisqu'on a évoqué l'artificiel et ainsi de suite, très belle phrase de Simondon qui dit l'artificiel, c'est du naturel suscité. Je crois qu'on est en train exactement, je crois qu'on sera d'accord. Et finalement, je dirais, s'il y a une distinction, à mon avis, entre l'humain et la machine, pour rester avec le thème, c'est l'oubli. Non pas la mémoire. La machine a une capacité d'oublier. L'oubli, c'est la perte, c'est la faille technique, c'est la disparition de quelque chose qui est stocké. Elle n'est pas rancunière. Alors, non. Alors que l'humain peut oublier quelque chose, d'une insulte de 10 ans, ça peut vous revenir dans un instant, et ça peut animer toute une série de choses, et ça crée quelque chose de nouveau dans le cerveau. Je crois qu'il y a une différence assez intéressante. Et on voit très bien, je vais m'arrêter, qu'ils ont du mal à programmer l'oubli. Pascal Pic, imaginons vos successeurs dans 1000 ans. Ils viennent avec un pinceau, on leur apporte un os, et sur l'os, il y a une puce. Est-ce que finalement, ils feront le même métier que vous, ou ce sera un métier différent? Oui, parce que en fait, vous avez cité le roi Gourand, Gilbert Simondon. En fait, l'anthropologie des techniques est une discipline qui a été longtemps négligée. Et donc, on a parlé du travail, de l'environnement, et la technique, comment ça nous façonne, c'est quelque chose qui rentre dans nos réflexions, que ce soit un silex taillé il y a un biface, il y a 1,5 million d'années, ou aujourd'hui nos smartphones, on a affaire aux mêmes mécanismes qui vont changer la société selon qu'on s'approprie ou pas les objets. Et donc, il y a toujours des idées. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a souvent vu la technique, j'ai dit tout à l'heure, comme une réponse à un besoin qu'il fallait pour une solution. Non, il y a de l'idéal, il y a de l'imaginaire qui est dedans. Et c'est ça qui fait la différence entre l'homme et la machine. Maintenant, on va arriver vers des milliards d'objets connectés, etc. Donc ça angoisse beaucoup de personnes. Et mon dernier mot, ça sera la planète des singes. Parce qu'en fait, tout le monde a oublié ça. Quasiment personne n'a lu la nouvelle de Pierre Boulle, c'est pas dans les films. Qu'est-ce qui fait que les grands singes prennent le pouvoir? C'est parce que les personnes se sont trouvées inactives, elles ont cessé de réfléchir, cessé de marcher, et donc elles ont perdu toute leur capacité cognitive et d'agir. Donc le vrai problème, c'est pas les machines intelligentes, c'est si nous cessons d'être humains avec des machines intelligentes. Merci. Ariel Kirou, dernier mot, le spécialiste de Philippe Cadic. Oui, peut-être. Pour Philippe Cadic, ce qu'il y a de profondément humain, parce que Philippe Cadic cherchait qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que l'humain, c'est l'empathie. En fait, c'est l'empathie, et pour lui, l'empathie, c'est bien au-delà de la chair. Si on se projette dans un lointain futur, je veux dire, un robot taxi qui va contre sa programmation, il sera peut-être plus humain que bien des humains. Donc, effectivement, l'empathie,
avec en plus peut-être l'humour, quoi, hein, la capacité à se surprendre soi-même. Donc ça, en tout cas, c'est le message de Philippe Cadic pour ceux qui verront le film, en tout cas le documentaire. Écoutez, je vous félicite parce que vous avez été très humain, mais avec des qualités numériques, ça vous avez accéléré le temps. Moi, je ne l'ai pas vu passer. On en est à 52 minutes. Je vous donnerai en conclusion une invitation. Il y a en ce moment en VOD à voir sur vos trucs à télécharger en VOD une biographie filmée de Marlon Brando. Ça s'appelle Listen to Me Marlon, et cette biographie commence par une interview de Marlon Brando parce qu'il enregistrait beaucoup de cassettes, et on voit à l'image une sorte de vision holographique de son visage qui est bleu piscine. Il a été filmé faisant des sourires, faisant la tête. Et derrière, il y a des cassettes qu'il enregistrait. Et Marlon Brando dit sur ces cassettes qu'on est venu lui digitaliser la figure dans son lit. Il était gros, il pissait au lit, il n'en pouvait plus, il avait près de 80 ans. Ça allait très mal. Et il dit, voilà, on m'a digitalisé, je ne sais pas pourquoi ils sont venus faire ça. Ils m'ont pris dans tous les sens, et ça donne cet hologramme. Et Marlon Brando ajoute, je pense que dans 30 ans, il n'y aura plus d'acteurs. Et quand on le voit dire ça, quand on imagine ce pauvre Marlon Brando qui a manqué d'amour quand il était petit, etc., on ne le croit pas. Il y aura toujours des acteurs parce que c'est le manque d'amour qui a fait Marlon Brando et qui a fait qu'il a été si merveilleux dans Sur les quais et Un tramway nommé Désir. Donc je ne fais pas du tout confiance au numérique pour inventer de bons acteurs ou d'excellents intervenants. Merci à tous. Il me reste à vous annoncer que le mardi 8 mars, à l'occasion de la Journée de la Femme, vous aurez au Bernardin ici même un débat sur le thème « Les femmes dans l'Église catholique, quelle responsabilité ?» C'est pile poil d'actu avec les dernières révélations sur Jean-Paul II. Ce sera avec sœur Nathalie Bécard, religieuse, Xavier. Ce sera également avec Virginie Larousse et Christine Pedotti. Me reste à remercier également les partenaires externes de cette soirée, Nova Productions, Arte, évidemment, et les partenaires internes. J'ai nommé la chaire des Bernardins et Questions d'artistes. Merci à tous de votre qualité d'écoute.